Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux enjeux de la société numérique. Alors dans Smart Tech, aujourd'hui, on va démarrer avec une levée de fonds record du jamais vu dans la French Tech. C'est Content Square qui a créé l'événement il y a quelques jours et ce sera le sujet de mon interview pour démarrer cette émission avec Pierre Casanova, donc représentant de Content Square aujourd'hui. Ensuite, au cœur de cette émission, on se posera la question de Bitcoin face à la pollution, question environnementale. Est-ce que cette polémique est une vraie ou fausse polémique ? L'objectif du talk aujourd'hui, ce sera véritablement non pas d'allumer le feu, mais plutôt de vous donner des clés de compréhension et surtout des clés pour vous forger votre propre opinion sur le Bitcoin. Pollue-t-il trop ? Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur le biomimétisme. On va s'intéresser aux drones bio-inspirés aujourd'hui et on terminera par notre opération Smart Tech contre Covid. Mais tout de suite, donc place à l'interview record. La levée de fonds record dans la French Tech, on la doit à Content Square et j'ai avec moi Pierre Casanova qui est directeur commercial chez Content Square. On va peut-être commencer par présenter l'entreprise. Oui, bien sûr Delphine. Très simple en fait. Content Square, c'est une technologie qui a été inventée en 2012. À Paris. À Paris, absolument. Une technologie qui permet à partir du comportement des internautes, que ce soit le mouvement de la souris sur un PC normal ou que ce soit le mouvement du doigt sur un mobile, de comprendre de manière complètement anonyme ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, ce qui les bloque, ce qui les incite à mieux naviguer. Et à la fin, ça permet tout simplement d'augmenter la conversion quand on est un site e-commerce ou tout simplement d'améliorer l'expérience digitale en ligne, quelle que soit la marque. Donc c'est une analyse comportementale des internautes qui est aujourd'hui à la tête de la plus grosse levée de fonds en France, oui. Réalisée en France. C'est 500 millions de dollars, ça fait 408 millions d'euros à peu près. C'est ça. Et qui permet à l'entreprise d'être valorisée au total à 2,8 milliards de dollars. Impressionnant. Oui, c'est une belle croissance, surtout quand on pense qu'on est parti petit français en 2012. Moi, quand j'ai rejoint la société en 2015, on était une cinquantaine de personnes. Et puis évidemment, on répond à des besoins dans le domaine du digital, ça s'accélère, les sites doivent marcher de mieux en mieux, il y a de plus en plus d'applications. Donc les sociétés d'aujourd'hui ont besoin de ces technologies-là pour s'améliorer. Mais vous avez le sentiment qu'il y avait un plafond, que c'était difficile à dépasser justement, ces levées de fonds en France, ces montants de levées de fonds, c'était... Oui, il y a en effet ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous atteignez certains montants, vous êtes obligé évidemment de recourir à un marché mondial désormais pour les capitaux. Ouais. C'est pour ça qu'on reste avec des investisseurs français, il y a BPI, il y a Euraseo, mais maintenant ce tour-là a été piloté par SoftBank. Vous savez, ils sont japonais, ce qui nous permet aussi d'ailleurs d'ouvrir la porte sur l'Asie encore plus vite que ce qu'on avait prévu au départ. Donc le défi, c'est d'aller montrer que ces French Tech sont attractives, c'est ça ? Oui, attractives parce que c'est essentiel. C'est le mot-clé en fait. Comment est-ce qu'on peut avoir une visibilité positive et en même temps suffisamment élevée pour pouvoir répondre au premier enjeu d'une start-up aujourd'hui, à savoir embaucher. Embaucher bien, embaucher suffisamment vite et trouver les ressources pour arriver à continuer. Mais alors, Content Square, c'était déjà une licorne, donc c'est peut-être plus facile aussi. Oui, grâce au Next 40 et à ce statut de licorne, on a pu améliorer la visibilité de l'entreprise. Quand on a le nombre de recrutements... Le Next 40 aussi, ça a aidé ? Oui, le Next 40 a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Que ce soit le Next 40 ou le FT 120, d'ailleurs, les entreprises bénéficient d'une visibilité supplémentaire. Merci aux médias pour ça, mais aussi merci à la French Tech. Ça nous permet vraiment d'accélérer nos recrutements. On a vu un pic sensible quand on a commencé à faire partie de ce classement. Alors, donc, on le disait, votre technologie, elle repose sur l'analyse comportementale des internautes. Ça veut dire qu'on suit des clics de souris, schématiquement. Exactement, des clics et l'ensemble du parcours. Et l'ensemble du parcours utilisateur dans sa navigation. Pas du tout de gêne avec le RGPD aujourd'hui sur cette activité ? Non, au contraire. Alors, c'est le gros avantage d'être né européen. Il n'y a pas que des avantages à être né européen. C'est un marché très fractionné. Mais en même temps, un des avantages, c'est qu'on est avec la privacy dans notre ADN. Et dès le début, évidemment, on a pris ça en compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble de ces informations qu'on capte, de toute façon, le sont de manière complètement anonyme, complètement confidentielle. En 2012, le règlement européen n'existait pas sur la protection des données. Alors, on avait la CNIL quand même en France. On avait la CNIL, on avait l'ICO déjà en Angleterre. Et sur tous ces pays-là, il y avait déjà, je dirais, une préoccupation sur la vie privée des gens qui fait qu'on a développé Content Square depuis le début sur cette angle-là. Expliquez-nous comment c'est compatible. C'est très simple. Déjà, l'ensemble des données captées est anonyme. On ne sait pas qui c'est. Et surtout, nous manipulons des populations.
Donc c'est jamais un internaute particulier qui nous intéresse, mais ça va être l'ensemble des moyennes. À partir de millions de sessions, et c'est là que le comportement statistique a évidemment un intérêt, c'est pas un internaute qui permet de déterminer un comportement, mais c'est des milliers, des millions. On sait ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, et donc ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc c'est-à-dire que vous travaillez plus sur un modèle de cohorte, un peu comme le prochain modèle qui va être imposé par Google? Exactement. Alors, le système de cohorte est une notion statistique, en fait, hein. Et Content Square permet, à partir de millions de comportements, de moyenner et de comprendre réellement ce qui fait que derrière, les gens ont des problèmes sur un site et donc on détecte les erreurs ou au contraire qu'on va pouvoir améliorer le parcours. Alors, je vous ai posé la question sur le RGPD, je vais vous poser la question sur les cookies. Aujourd'hui, on sait que la disparition des cookies tiers impacte une grosse partie de l'industrie qui travaille justement à l'analyse des comportements des internautes. Qu'en est-il pour Content Square? Pas d'impact pour nous parce que déjà on fait partie de ces cookies qui sont appelés first party. Et après, quelque chose de très très simple, le cookie sert la plupart du temps à vous traquer de domaine en domaine, ce que ne fait pas Content Square. Et donc, de toute façon, on a déjà prévu, et c'est le travail des équipes R&D depuis à peu près un an, une version sans cookie qui est d'ores et déjà disponible en bêta chez certains de nos clients. Et alors, puisque vous savez beaucoup de choses finalement sur nos comportements en tant que consommateurs sur Internet, mais aussi sur mobile, qu'en est-il de l'évolution des modes de consommation des Français ? Alors, 2020 a été une année qui a eu plein d'effets négatifs. S'il y a un seul effet positif, c'est probablement cette accélération sur le digital. Oui. Et en effet, le focus qu'on a vu dans les grandes marques, dans les grandes enseignes et dans les gens du e-commerce sur, en effet, le monde du digital. Donc, cette attention particulière, on les a aidés, nous, et ça nous a permis de voir des choses intéressantes. Quand, par exemple, vous êtes dans la grande distribution et que vous créez entre 3 et 5 fois plus de nouveaux comptes que d'habitude, ce sont des parcours que vous n'avez pas complètement testés. Et donc, la capacité à les améliorer. On a vu quelques points de friction, d'ailleurs. Hein. Exactement. On a vu des points de friction, puisqu'il y a eu des secteurs d'activité sur lesquels il y avait des équipes digitales qui étaient plutôt sous-dimensionnées, parce que c'était un contexte de chômage partiel. En revanche, d'autres secteurs d'activité sur lesquels ça a accéléré, et on les a aidés pendant cette période-là, justement, à serrer les boulons dans une phase d'accélération du digital. Et alors, où sont ces points de friction qui restent à lever encore sur les sites de e-commerce français? Il y en a beaucoup. Premièrement, la performance. Aujourd'hui, on s'aperçoit... Performance, c'est-à-dire la rapidité d'affichage. Le temps de chargement. Certains de nos clients lancent des nouveaux sites, par exemple, les testent encore sur Wi-Fi. Il faut les tester évidemment en environnement naturel, en 3G, en 4G, en 5G, pour voir évidemment comment les choses se comportent. L'accélération du mobile, évidemment, tout le monde le sait désormais, mais ce n'est pas forcément encore complètement rentré dans les équipes de développement. 67% du trafic désormais, c'est sur mobile. Ça a augmenté de plus de 10 points en un an. Et donc, c'est quasiment d'habitude 3 ans de croissance qu'on a fait en une seule année. Donc, ces nouveaux comportements-là, c'est une nouvelle manière de développer. Vous avez des chiffres, justement, des sites de e-commerce et de leur positionnement aujourd'hui sur le mobile? Oui, ils sont bien. Ceux qui sont naturellement, je dirais, très orientés sur le mobile, qui surfent en mobilité, et notamment les marques de luxe, les marques de vêtements fonctionnent très très bien dans cet environnement-là. Ce sont des sites qui ont un niveau de performance très élevé, mais il y en a plein sur lesquels on peut encore améliorer les choses. Oui, et tous ceux notamment qui se sont numérisés un peu vite fait, à la va-vite, pendant la période de confinement, c'est-à-dire des points de vente physiques qui se sont retrouvés obligés de gérer des sites pour faire du click and collect et de devenir des acteurs en fait, du e-commerce. Nous, on travaille principalement avec des grandes entreprises, donc c'est ces gens qui sont arrivés nouvellement sur le net, on les a un peu moins vus. Mais pour ceux qui étaient déjà là, présents sur le net depuis longtemps, c'était très intéressant de voir que votre site web, votre appli est passé d'un statut de « je suis important » à « je suis vraiment essentiel », je suis quelque chose qui va correspondre à une partie de la stratégie commerciale, mais en fait, là, je deviens stratégique. Ouais. Et on a vraiment vu que c'était le seul moyen pour certaines entreprises de s'en sortir. Donc l'évolution du e-commerce, c'est quoi? C'est ce mix entre le commerce physique, le commerce numérique. Bien sûr. C'est ça principalement? Bien sûr. On voit les marques physiques. Et c'est 100% mobile. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais ça fait partie des évolutions qu'on imagine assez naturelles. Essentiel. On va sur les réseaux sociaux pour apprendre de ces marques avec lesquelles on a envie d'interagir, et après on va sur leur site. Et ça, vous travaillez sur les réseaux sociaux? Vous avez la possibilité de... Non, c'est plus compliqué. On ne travaille pas sur les réseaux sociaux, on travaille directement sur le site et sur les applis des entreprises. Mais évidemment, quand on va des réseaux sociaux et qu'on arrive sur le site de ces entreprises, on trouve souvent Content Square. Mais comme vous le disiez, avec encore une différence fondamentale entre l'Europe et l'Asie notamment, qui est encore en retard en Europe par rapport à ce qu'on voit en Asie, à savoir, pensez simplement au Double Eleven en Chine, c'est 93% des ventes sur mobile. Bon, comment vous expliquez cette levée record alors ? Elle est due à quoi? Elle est due, premièrement, à l'hypercroissance. C'est-à-dire, il y a un premier élément, je pense que c'est
Content Square grossit d'à peu près 120% par an depuis 5 ans. Ça veut dire que réellement, en termes de marché, en termes de produits, on a vraiment trouvé quelque chose qui correspond réellement aux attentes aujourd'hui des gens qui font du digital. Bon, et puis c'est pas prêt de s'arrêter, visiblement. Merci J'espère. beaucoup, Pierre Casanova. Vous êtes donc directeur commercial en charge de faire fructifier les revenus de Content Square. Merci pour cette interview, être venu après cette levée de fonds record pour la French Tech. C'est l'heure de notre débat. On va donc parler de Bitcoin et de pollution. Bitcoin et pollution, est-ce que c'est une vraie fausse polémique? On en parle et surtout on va essayer de trouver les bonnes clés pour comprendre ce débat et nous forger notre propre opinion. Donc avec deux intervenantes aujourd'hui, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner qui a rejoint le cabinet d'audit et de conseil KPMG, c'était en mars dernier. Vous êtes également co-autrice de l'ouvrage La blockchain décryptée, paru aux éditions NetExplo en 2016. Et vous faites partie des membres fondateurs de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Par Skype, nous avons avec nous Florie Marie, qui est membre du Conseil des relations publiques et porte-parole du Parti pirate français. Vous êtes également vice-présidente du Parti pirate européen et en 2019, vous avez mené la liste pirate aux élections européennes. Je voulais juste définir, si je peux, en 2 phrases le Parti pirate. C'est un parti qui propose un renouveau démocratique en s'appuyant sur les outils numériques et une manière donc différente de penser la politique sans leader. Alors, on va commencer ensemble, Claire Balva. Déjà, est-ce que selon vous, opposer le Bitcoin à la pollution, c'est une polémique un peu artificielle? Il y a un vrai débat, mais en fait, ce que je constate souvent, c'est que cet argument écologique, qui peut bien sûr être valable, est opposé par des gens qui sont convaincus que Bitcoin est inutile. Et donc, la vraie question pour moi, c'est pas tant est-ce que Bitcoin pollue, parce que finalement tout pollue, même ce plateau quelque part nous sommes en train de faire pollue. Émet aussi malheureusement sans doute du dioxyde de carbone. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Bitcoin pollue trop par rapport à son utilité. Et donc, la question de la pollution, elle doit aussi se poser par rapport à l'utilité et à la valeur ajoutée que propose Bitcoin pour la société. Alors, Florie Marie, je donnais une petite définition, je ne sais pas si vous la trouvez exacte, du Parti pirate. Je précisais ça pour expliquer que pour vous, justement, le numérique fait partie des nouveaux outils démocratiques intéressants. Est-ce que pour autant, ça fait de vous des défenseurs du Bitcoin? Eh bien non. En fait, on n'en a pas vraiment parlé. Encore une fois, on a une organisation complètement horizontale, donc on doit prendre nos décisions collectivement. Et on n'a pas, finalement, le Bitcoin, c'est une question qu'on n'a pas véritablement intégrée dans notre programme politique. Donc on en parle régulièrement. En fait, quasiment tous les jours, des gens viennent nous voir en nous disant qu'est-ce que c'est votre avis sur le Bitcoin. Et finalement, on n'a pas pris de position exactement politique sur le sujet. Mais je rejoins beaucoup ce que Mme Balza a dit juste à l'instant. La pollution, c'est souvent des personnes qui sont opposées au Bitcoin qui disent que ça pollue, mais c'est un vrai sujet de savoir quelles sont les externalités positives. Donc nous, on est technophile, on n'est pas technobéa. On ne va pas ouvrir des grands yeux avec des grandes étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on voit une nouvelle technologie. On va l'étudier et on va en discuter, on va en débattre et on va voir ce qui est intéressant, ce qui est positif dans cette technologie. Et en l'occurrence, sur le Bitcoin, pour le moment, c'est une vraie question. Alors justement, on va essayer d'avancer dans la compréhension du sujet. Déjà, qu'est-ce qui pollue dans le Bitcoin ? Alors, ce qui pollue, c'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, en quoi ça consiste ? Ça consiste à valider les nouvelles transactions qui sont faites en Bitcoin. La particularité de Bitcoin, c'est que ce n'est pas géré par une institution centralisée, c'est vraiment décentralisé. Donc, c'est des gens, des passionnés, des entrepreneurs, des entreprises qui effectuent ce minage. Tout le monde peut miner ? Tout le monde peut miner. En théorie, ça demande un petit investissement au départ parce qu'il faut acheter des machines. Mais donc, le minage, ça consiste à faire tourner des machines pour valider ces nouvelles transactions. Et donc, effectivement, ce minage nécessite la résolution d'équations cryptographiques. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail ici. Mais donc, ça consomme nécessairement de l'électricité. Et donc, tous les mineurs... En fait, c'est de la consommation informatique, de la ressource informatique. Exactement. On fait tourner des ordinateurs, en quelque sorte, pour à la fois valider les nouveaux blocs de transactions, mais aussi faire de la création monétaire de Bitcoin qui est programmée à l'avance. Est-ce que ça consomme plus qu'une autre activité informatique ? Je ne sais pas, je pense aux data centers
qui Alors- font tourner des données pour les entreprises du matin au soir. Le problème, c'est que déjà que pour Bitcoin, on sait quelle est la consommation énergétique, mais pour la plupart des entreprises, voilà, la consommation énergétique de Facebook, WhatsApp, etc., on ne l'a pas forcément au watt près, donc c'est difficile de comparer. Pour Bitcoin, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que ça consomme entre 0,15 et 0,3% de la consommation électrique mondiale. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus énorme comme certains aimeraient le faire croire. Florie-Marie, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le Bitcoin pose quand même clairement un problème environnemental ? Oui, pour tout ce que vient d'expliquer Madame Balza, mais en fait, aujourd'hui, le Bitcoin est surtout miné en Chine. En fait, une grosse partie des mineurs sont établis en Chine aujourd'hui, et la Chine produit de l'électricité de manière, sur la base d'énergie fossile. Donc forcément, il y a une émission de CO2 qui va être assez importante sur le minage de Bitcoin aujourd'hui. Par ailleurs, le Bitcoin nécessite énormément de ressources, des ressources. Aujourd'hui, on utilise, Madame Balza disait du matériel informatique. En fait, plus précisément, on va utiliser aussi surtout des cartes graphiques. Et les cartes graphiques, aujourd'hui, on a une pénurie des cartes graphiques de haut niveau, enfin des cartes graphiques les plus chères aujourd'hui. Elles sont en pénurie, on ne peut pas en trouver facilement. Donc, on va avoir une consommation électrique qui va être importante, qui va être aujourd'hui de l'électricité produite avec des énergies fossiles. Et on va avoir une consommation de ressources importante aussi, qui va provoquer parfois des pénuries. Donc, en un sens, forcément, il y a une pollution quelque part. Alors, le problème, c'est le volume, finalement, qui est posé. C'est-à-dire que plus le Bitcoin a du succès, plus c'est une industrie polluante. Alors, pas forcément, mais effectivement, quand le cours du Bitcoin monte, ça devient un peu plus rentable de miner. Donc, il y a un attrait économique. Et à l'inverse, quand le cours baisse, c'est un peu moins rentable de miner. Donc, effectivement, il y a un enjeu économique derrière ça. Pour compléter peut-être ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mineurs en Chine aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Chine a décidé de bannir le Bitcoin parce que ça générait des réouvertures pratiquement de centrales à charbon. Il n'y a pas eu d'interdiction, mais effectivement, il y a des restrictions qui commencent à être discutées. Et donc, la Mongolie intérieure, par exemple, a décidé de sanctionner certains mineurs qui aujourd'hui se posent la question de partir en Amérique du Nord. Ouais. Donc, on se rend compte que ça va aussi se rééquilibrer. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40% de l'énergie du minage de Bitcoin qui provient des électricités de sources renouvelables. Donc, ce n'est pas non plus que du charbon et que de l'énergie carbonée, bien au contraire. Combien de pourcentage, vous avez dit, d'énergie renouvelable ? À peu près 40%. C'est une étude de Cambridge. Ok, c'est quand même pas négligeable. Finalement, Florie-Marie, est-ce que la question, c'est pas ça ? C'est le Bitcoin pourrait prendre un virage justement plus vert, peut-être, qui permettrait de mettre fin à toute cette polémique ? Oui, en fait, j'entends bien 40% des énergies renouvelables. Bon, c'est quand même 40% des énergies renouvelables qui sont utilisées pour la production, enfin, du coup, pas 40% des énergies renouvelables, mais 40% des énergies, enfin, beaucoup d'énergies renouvelables qui sont utilisées pour la production de Bitcoin. Oui. Et ça, c'est quand même assez important. En fait, ce qui va être intéressant là sur cette question de Bitcoin, c'est que effectivement, ceux qui vont acheter du Bitcoin, ils ont tout intérêt à ce que ça utilise une énergie renouvelable pour justement l'environnement et pour faire en sorte que ça consomme moins ou que ça donne l'impression que c'est beaucoup plus environnementalement compatible en fait avec les enjeux qu'on a aujourd'hui. Mais finalement, la question qu'on va se poser, c'est surtout est-ce que c'est nécessaire, et Madame Balza l'a dit au début, hein, est-ce que c'est nécessaire de consommer autant d'énergie pour cette monnaie si derrière l'utilisation qu'on va en faire va être intéressante. Le Bitcoin aujourd'hui et dans quelques années, c'est une monnaie finie en fait, le Bitcoin. Donc dans quelques années, le Bitcoin il y aura plus possibilité de miner. Donc est-ce que réorienter notre économie de manière à pouvoir accueillir correctement le Bitcoin est une bonne idée, ou est-ce qu'on ne devrait pas essayer plutôt de faire en sorte qu'il y ait d'autres crypto-monnaies qui sont elles moins gourmandes en énergie globalement ou en ressources, qui pourraient être elles plutôt développées, ou en tout cas sur lesquelles on pourrait miser un peu plus que sur le Bitcoin. Oui, alors la question donc de l'utilité, c'est pas tellement l'utilité des cryptoactifs, que ça aujourd'hui on a compris que c'était une tendance de fond et c'est aussi une alternative. D'ailleurs, Florie-Marie, vous voudrez peut-être réagir là-dessus, mais une alternative politique et un certain modèle de la finance mondiale. La question, c'est le Bitcoin. Oui, mais le Bitcoin aujourd'hui... Parce qu'il y a d'autres monnaies qui sont moins problématiques.
Tout à fait. Alors, il y a de pollution. certaines autres crypto-monnaies qui, effectivement, sont déjà passées ou envisagent de passer sur des protocoles de gestion du consensus moins énergivores. Mais là, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'avec Bitcoin et avec ce protocole qui consomme, on va dire, de l'électricité, on arrive aussi à financer des sources d'énergie renouvelable qui ne trouveraient pas forcément preneurs sinon. Et donc, Et pourquoi le Bitcoin serait un moyen de financer ces énergies parce qu'en renouvelables? fait, un mineur de Bitcoin, ce qu'il va chercher, c'est donc à être rémunéré en Bitcoin, mais Oui. aussi à minimiser son coût d'électricité, forcément pour être rentable. Et aujourd'hui, l'électricité la moins chère, c'est l'électricité qui est fatale. C'est les surplus d'énergie qui ne sont pas utilisés, qui ne sont vendus à personne. Or, dans les énergies renouvelables, il y a une intermittence qui est inhérente à ces énergies. Et donc, parfois, on va produire trop d'énergie et elle ne trouvera pas preneur. Et donc là, c'est intéressant parce que Bitcoin vient comme un outil de financement de ces énergies renouvelables et donc va permettre aussi de financer la création de centrales hydroélectriques, par exemple. Florie-Marie, une réaction là-dessus? Oui, c'est on a souvent on entend souvent cet argument-là en fait de la part des personnes qui soutiennent le Bitcoin aussi. Donc tout à l'heure on disait les personnes qui ne soutiennent pas le Bitcoin disent que ça consomme énormément d'énergie, puis les personnes qui soutiennent du Bitcoin disent que ça peut permettre de réduire les pertes liées aux énergies renouvelables. Alors effectivement au Danemark aujourd'hui par exemple, le Danemark aujourd'hui produit énormément d'énergie renouvelable grâce à des éoliennes. Le problème c'est qu'il en produit tellement qu'il ne peut pas la consommer, qu'il est obligé de vendre, enfin non, pardon, qu'il est obligé de payer pour que d'autres pays utilisent son énergie. Donc effectivement, oui, dans ce cas-là, ça peut être rentable. Sauf que bon, il y a quand même, il y a quand même aussi un problème avec l'énergie renouvelable globalement et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on réfléchisse à notre modèle sociétal aussi, de manière à ce qu'un pays comme le Danemark n'ait pas à payer et n'ait pas à essayer de trouver une solution ou en tout cas à s'intéresser à cette solution-là du Bitcoin, sachant que dans quelques années, la question va se reposer vu que le Bitcoin ne va pas avoir autant d'intérêt qu'aujourd'hui dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Bon, je ne sais pas exactement quand cette monnaie sera terminée, mais du coup, oui, la question se pose. Mais c'est intéressant comme argumentaire, du coup, de dire oui, le renouvelable peut être intéressant pour le Bitcoin, etc., tout en disant que les opposants. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même. Enfin, il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus complètement être béat sur cette possibilité. En même temps, ce débat, ça permet aussi de faire avancer les choses et progresser. Et les autres crypto-actifs travaillent de plus en plus sur cette question environnementale. C'est ça. Alors, la numéro 2, qui s'appelle l'Ether, qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, envisage, en tout cas, devrait passer sur un nouveau modèle l'année prochaine, qu'on appelle la preuve d'enjeu. Et elle annonce qu'elle va réduire de 99%. C'est ça, en fait, le modèle de Bitcoin, intrinsèquement, nécessite de faire fonctionner des machines, de faire des calculs. Là, le nouveau modèle qu'on appelle la preuve d'enjeu consiste non pas à faire tourner des machines, mais à placer un certain nombre de crypto-monnaies en séquestre pour avoir le droit de valider des transactions. Donc, il y a forcément un peu d'électricité consommée parce qu'il faut héberger des serveurs, mais on ne va plus faire de calculs. Et donc, forcément, c'est beaucoup moins énergivore. Mais voilà, on a un peu moins de retour d'expérience sur ce modèle de consensus. Donc, après, si ça marche, ça sera un très gros argument pour Ethereum. Mais on attend de voir s'il y aura une maturité suffisante. Une réaction aussi sur les déclarations d'Elon Musk qui fait un peu la pluie et le beau temps là, sur le cours du Bitcoin. Non, alors Elon Musk, je vois qu'il change souvent d'avis. Je n'ai pas de réaction particulière. Je pense qu'il faut plutôt prendre du recul et pas justement trop regarder des réactions très court terme sur des tweets qui sont parfois très ancrés dans des actualités chaudes du moment, mais qui n'illustrent pas la tendance de fond. Ouais, ça fait du buzz, mais bon. Florie-Marie, j'évoquais la question politique, parce qu'aujourd'hui, les cryptoactifs, c'est aussi une question politique, de proposer une autre façon d'envisager un système financier mondial. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui est intéressant avec Bitcoin et avec les crypto-monnaies, avec la blockchain globalement, c'est la remise en question du système économique actuel qui aujourd'hui est en train de tomber, hein, notamment à cause d'une pandémie, mais aussi à cause de tout un tas de gestions désastreuses. Et donc la blockchain et les crypto-monnaies globalement, elles remettent en cause ce système le secret bancaire globalement, elles remettent en cause l'organisation économique de notre monde en fait, et pas seulement de notre pays, mais de notre monde entier, en proposant un système qui serait basé sur la confidentialité liée à l'utilisation d'internet massivement en fait. Et oui, bien sûr que c'est intéressant à étudier, c'est intéressant à voir comment ça se développe, et c'est très lié à notre façon à nous aussi au Parti Pirate de faire de la politique, qui est justement de partir du principe qu'on a le pouvoir chacun entre nos mains à nous, et que on peut prendre des décisions collectivement tous ensemble
ensemble de manière complètement horizontale. Et c'est un peu ça qui est intéressant, enfin que je trouve très intéressant à titre personnel et aussi à titre militant au sein de cette technologie, c'est cet aspect décentralisé, horizontal, où chacun est responsable finalement de l'existence de la blockchain et chacun contribue à l'existence de la blockchain. Oui, alors c'est à la fois une nouvelle offre politique, mais c'est aussi donc un nouvel outil pour mesurer la consommation énergétique finalement du système financier, parce que là, on sait exactement combien de consommation énergétique est provoquée par le minage de Bitcoin. Donc finalement, ça aussi, c'est un progrès. C'est ça, ce serait intéressant d'ailleurs de faire la comparaison entre la consommation électrique des crypto-monnaies en général et la consommation électrique, la pollution liée au système bancaire et financier. Exactement. On n'a pas forcément qu'aujourd'hui comme données. Merci beaucoup pour vos éclairages à toutes les deux. Merci Florie-Marie, porte-parole du Parti Pirate, et Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Alors juste après la pause, on va partir dans la nature. C'est notre rendez-vous avec le biomimétisme. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. Et c'est aujourd'hui Margot Didier, analyste scientifique chez Bioxégie, qui va nous parler de ces technologies inspirées de la nature. Bonjour Margot. Bonjour. On va démarrer aujourd'hui ensemble avec un drone qui est inspiré du fruit des érables. Exactement. Donc en fait, c'est assez commun dans le biomimétisme qu'on s'intéresse finalement à la nature pour créer des drones bio-inspirés. Ça paraît assez logique finalement de s'intéresser aux oiseaux, de s'inspirer des insectes pour créer des engins volants. C'est d'ailleurs les premières choses que l'homme a faites lorsqu'ils ont voulu créer les machines volantes dans le XVIIIe siècle, c'est s'inspirer du battement des ailes des oiseaux. À l'époque, ça n'a pas très bien fonctionné, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies bio-inspirées qui s'inspirent du vol des oiseaux, typiquement l'albatros par exemple, qui plane pendant plusieurs centaines de kilomètres en économisant de l'énergie, ou le vol des oiseaux prédateurs qui volent très vite et qui contrôlent très finement leur direction et leur vitesse aussi. Et donc, ça paraît très logique de s'intéresser aux oiseaux et aux insectes pour construire des drones. Et ça paraît un petit peu moins intuitif de s'intéresser aux végétaux. Et pourtant, c'est quand même une source d'inspiration qui est très importante dans le domaine du biomimétisme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser effectivement aux fruits de l'érable. Donc, les érables, pour remettre un peu de contexte, donc les grands arbres que tout le monde connaît finalement. Et en fait, les érables, ce sont des végétaux, ça tout le monde le sait. Et ils profitent en fait du vent pour disperser leurs graines. Donc, c'est un mode de dispersion qui s'appelle l'anémochorie, parce que les végétaux étant immobiles, l'évolution a sélectionné des stratégies de reproduction, de dispersion des graines qui sont très différentes que pour les animaux, par exemple. Et donc, on imagine bien que si la graine d'un érable tombe juste à son tronc, lorsque le végétal qui en est issu va se développer, il va rentrer en compétition directe avec l'arbre parent. Et donc, l'évolution a sélectionné des modes de dispersion qui permettent d'éloigner les graines de l'arbre parent pour maximiser les chances d'implantation du nouveau végétal. Et donc, l'érable a des fruits qu'on appelle les samars. Les samars de l'érable. Alors, le nom ne parle peut-être pas comme ça quand on le dit, le nom scientifique, mais finalement, tout le monde connaît. On l'appelle familièrement les hélicoptères. Donc, ce sont les graines de l'érable qui se détachent, en fait, qui, lorsqu'elles se détachent de l'arbre, tournoient. Alors là, on les voit avec une couleur très fuchsia, alors qu'on les repère plutôt pour leur couleur beige. Exactement. Celle qu'on voyait à l'écran, en fait, c'était avant que le fruit sèche. Donc, ça va être encore à l'état de fleur. On voit d'ailleurs que c'est des 10 samars pour l'érable, où donc l'hélicoptère est en deux parties. Il y a la graine, qui est la partie un petit peu bombée, et puis l'aile, qui est une membrane fibreuse, et sa forme permet en fait de ralentir la chute de la graine de l'érable et permet donc d'être dispersée de plus loin par le vent. Elles peuvent parcourir parfois des centaines de kilomètres depuis leur arbre. Et donc, ce sont des chercheurs du Queensland, de l'université de Queensland en Australie, qui en 2015 ont mis au point un capteur bio-inspiré, un ralentisseur de chute bio-inspiré. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est donc on a un capteur comme on le voit à l'écran. Le capteur sur lequel est greffée en fait une membrane qui reproduit la forme du fruit de l'érable, donc la forme de la samare, et sur la forme de l'aile est reproduit un circuit électronique. Et en fait, le capteur va être aérolargué, donc dispersé
sur de grandes zones pour lesquelles on veut appliquer donc, de la surveillance, etc. Par exemple, pour la détection de feux d'incendie. Et donc, on va larguer ces capteurs, ces drones passifs, et ils vont tomber très doucement au sol, de manière à ne pas endommager le capteur lors de la chute. Et ça permet en fait de faire un système de ralentissement de chute qui est très peu coûteux. Parce qu'on connaît tous les parachutes, mais ce système-là est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et donc, lorsqu'on veut disperser ces capteurs sur une grande zone, et de manière à ne pas endommager les capteurs à moindre coût, ce drone est très intéressant en fait, ce système. Et on peut réutiliser aussi ce capteur ? Exactement. Alors on peut les réutiliser si on arrive à les récupérer. Mais là, l'idée des chercheurs, c'est de continuer à mettre en place en fait une nouvelle matière pour la forme de l'aile, pour qu'elle soit biodégradable. D'accord. Voilà. Et là, ce serait vraiment la nature qui retourne à la nature. Exactement. Merci beaucoup Margot Didy. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie pour nous avoir parlé donc de ces drones bio inspirés par des végétaux. Et ça, effectivement, c'est original. À suivre dans Smart Tech, c'est notre opération contre le Covid. On va parler de Covid List. Smart Tech contre Covid, c'est cette opération que nous avons lancée en début d'année pour donner un coup de projecteur à ces technos qui nous permettent de sortir au mieux et au plus vite surtout de cette crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui vous êtes accompagnée de Martin Daniel qui est cofondateur de Covid List, un projet qui est devenu très rapidement essentiel dans la campagne de vaccination. Oui, un projet numérique qui a pris une ampleur phénoménale, effectivement, créé le 30 mars dernier par le docteur Antoine Roux, pneumologue à l'hôpital Foch, Martin Daniel, qui est ici en plano avec nous, oui, de Suresnes, exactement, et Mathieu Ripert, tous deux développeurs web et data scientists. La plateforme Covid List, elle veut permettre, en fait, à toutes les doses disponibles d'être utiliser les doses de vaccins contre le Covid. 150 bénévoles, des développeurs informatiques, des communicants, des spécialistes en droit, des spécialistes en gestion et traitement des données, tous sont réunis derrière ce projet pour le faire tourner. Le principe est simple, en tant qu'utilisateur, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site, rentrez vos coordonnées et votre âge et vous serez contacté par mail lorsque une dose sera disponible. L'inscription à la base de données est 100% gratuite. Et puis côté professionnel de santé, 2500 points de vaccination au total ont rejoint l'aventure aujourd'hui, vaccinodrome mais aussi pharmacie. Tous les points où on peut aujourd'hui se faire vacciner. Quand il leur reste une dose, ils n'ont qu'à entrer les informations sur la plateforme. Ils peuvent choisir la géolocalisation de distribution, ils peuvent choisir la tranche d'âge à qui ils veulent le distribuer. Tout est au choix des fournisseurs, des personnes qui vont pouvoir vacciner. Alors Martin Daniel, qui est avec nous en plateau, ex-data scientist chez Airbnb et aujourd'hui cofondateur de Covid List. Pour vous, l'aventure est allée très 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 vite. Il y a eu ce tweet qu'on va voir à l'image le 30 mars. Je viens de lancer une application simple, Covid List, pour être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous. Et 10 jours après, le site comptait déjà 500 000 inscrits. Comment vous expliquez cette ampleur, cette explosion presque? Je pense que une des raisons du succès de Covid, c'est simplement qu'on répond à un besoin très simple, qui est celui de vouloir accéder à une dose de vaccin pour pouvoir en finir avec le Covid. Et donc ça se diffuse comme une traînée de poudre, à la fois pour les volontaires à la vaccination et en même temps, de l'autre côté, pour les centres de vaccination qui ont besoin d'avoir une solution très simple, très utile, de terrain, pour notifier bien des volontaires autour d'eux, pour écouler du stock de vaccins. On a tous envie d'en finir. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui explique le succès de notre initiative. Comment vous avez fait pour gérer une telle affluence en seulement 10 jours? Il a fallu les recevoir, enfin les traiter, toutes ces données de 500 000 personnes. Oui, alors l'histoire est rigolote parce qu'en fait, moi j'ai tweeté ce tweet que vous avez mentionné qui a été vu près de 800 000 fois un soir avant d'aller me coucher à 11h. J'ai une petite fille de 8 mois. Je suis également entrepreneur, donc on a d'autres choses à faire. Mais en fait, face à cet afflux, vous avez deux réactions possibles. Soit vous vous mortifiez et puis vous arrêtez tout. Soit au contraire, vous essayez de prendre les devants et de vous mobiliser. Et donc, le second tweet, après celui-là, c'était un tweet d'appel à l'aide, où j'ai dit, il y a des demandes entrantes, des emails, etc. J'ai besoin d'aide, rejoignez-moi. Et donc, près de 100 personnes se sont inscrites sur notre forum de discussion pour pouvoir m'aider. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont 150 personnes, des bénévoles de tout type, affaires publiques, communication, des développeurs, des designers, des product managers, etc., qui se sont rejoints et qui ont envie d'aider Covid List à se développer encore plus vite. Alors très vite, vous avez travaillé avec le service public. C'est eux qui sont venus vous voir?
Ah oui, donc rapidement, effectivement, la Direction générale de la santé s'est approchée de nous. Et puis, on a engagé des discussions quasiment la semaine de la création de Covidlist. Et donc, rapidement, ce qui s'est mis en place, c'est à la fois un audit en fait, de la Direction générale de la santé sur la qualité de notre plateforme, qui assure encore une fois une qualité de données et de sécurisation de données qui est parfaite. Un respect de la vie privée, évidemment. Et puis, ce que ça nous a permis de faire, c'est de communiquer aux agences régionales de santé que cette solution de Covidlist, elle était utile et elle était censée pour les autorités locales. Et donc ça, c'est important parce que, comme vous l'avez précisé, il y a près de 2500 centres de vaccination qui nous utilisent. Et en fait, très rapidement, il faut, dans ce contexte de vaccinal qui est un peu particulier, s'approprier cet outil qui est nouveau. On a une forme d'ovni dans la campagne vaccinale puisqu'on est entièrement bénévole. Et donc voilà, il a fallu rassurer ces autorités. Et puis, autre point, on vient de boucler un tour de financement. C'est un peu à l'image de Covidlist. On va y revenir petit à petit. Petit à petit. Moi, j'avais une question déjà, parce que vous évoquez 2500 points de vaccination. Aujourd'hui, la difficulté de lancer l'outil au démarrage, je comprends que vous ayez besoin d'un petit coup de main. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout automatisé? Vous avez un outil informatique qui recense automatiquement les nouveaux points de vaccination, les doses qui arrivent? Absolument. Alors, pour un centre de vaccination, pour ça sur Covidlist, c'est extrêmement simple. Moins de 5 minutes. Vous rentrez un nom de référent, votre centre. On se connecte même avec la carte ICPS, qui est en fait un identifiant unique des soignants. Donc pharmacie, cabinets médicaux peuvent vraiment en un clic se connecter à cette plateforme. Et puis ensuite, vous avez une équipe, près de 80 personnes chez nous, s'occupent de contacter ces centres de vaccination pour s'assurer que ce sont de vrais centres de vaccination, pour les aider. Donc tout est vérifié? Tout est vérifié. On fait à la main. À la main. Il vous faut près de 10 minutes par centre de vaccination, parfois plus, pour s'assurer qu'un centre de vaccination en est vraiment un. Et puis les centres de vaccination, il y en a partout en France. Ils peuvent être gérés par des pompiers, peuvent être gérés par des autorités complètement différentes. Et donc, il faut s'assurer que ces centres de vaccination sont importants. Et je veux juste insister sur les centres de vaccination, ils sont de tout type. Donc, on a des vaccinodromes, on a travaillé avec le Stade de France, on a travaillé avec des vaccinobus, des pharmacies, des cabinets médicaux, des centres de vaccination intermédiaires. On a vraiment tous les types de centres de vaccination. Et notre outil permet 50% des centres de vaccination qu'ils utilisent disent gagner 1 heure dans le traitement de leur liste d'attente par jour. Quand vous êtes une petite pharmacie, vous n'avez pas beaucoup de temps pour administrer 2 doses de vaccin, 1 heure, c'est autant de bras piqués en plus que vous pouvez faire. Et voilà. Donc on est toujours dans cette démarche de vouloir accélérer. Et de vaccins sauvés de la poubelle. Et de vaccins sauvés de la poubelle, ou de vaccins que vous pouvez écouler plus vite. Les pharmacies, par exemple, s'ouvrent à la Moderna, au vaccin Moderna en ce moment, et donc ils vont pouvoir écouler beaucoup plus. Jusque-là, les pharmacies avaient uniquement de l'AstraZeneca à écouler, qui ne prenaient pas beaucoup de preneurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent écouler très vite, et lorsque vous avez un stock de vaccins important qui arrive, vous pouvez tout à fait d'un coup faire une campagne et puis notifier des centaines de volontaires pour écouler ce stock de vaccins. Donc il y a plusieurs raisons qui font que un centre de vaccination peut vouloir écouler et utiliser Covidlist. Alors pour revenir sur la structure de Covidlist, vous avez choisi de le faire en open source. Pourquoi? Ça raconte un peu l'histoire aussi, et j'anticipe ma prochaine question, de l'équipe de développeurs que vous avez rameutée derrière Covidlist. Absolument. En fait, dès le départ, il y a effectivement cette volonté de vouloir... donc open source, ça veut dire que notre code est libre. Chacun peut auditer. Donc il y avait une question sur la question de ce qu'on faisait des données qui est importante. Et donc chacun est libre d'accéder sur notre plateforme de code et vraiment auditer ce qu'on fait. Ça, c'est un premier point. Donc c'est vraiment la transparence. Et puis le deuxième point, il y a une quarantaine de développeurs, parmi les meilleurs développeurs au monde, en toute modestie, mais c'est le cas. Vous avez des gens des meilleures plateformes numériques qui travaillent sur Covidlist jour et nuit. Et donc l'open source, ça vous permet de faire ça. Ça vous permet en fait très simplement de pouvoir accéder à un vivier de talents, de gens qui peuvent travailler quand ils le souhaitent. J'ai 1 heure à consacrer, et puis c'est un formidable outil de gestion. Donc on y liste. Vous pouvez voir sur cet outil github.com/hostolab/covidlist, vous pouvez voir la liste des fonctionnalités et des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc chacun peut s'en saisir, dire moi j'ai envie d'aider sur cette partie-là, aider les volontaires à la vaccination à faire telle et telle chose. C'est avec GitHub que vous travaillez, donc. C'est avec GitHub, oui, absolument. Okay. Et donc notre code est entièrement ouvert, donc c'est dans cette démarche qu'on s'est structuré. Donc c'est vous qui êtes allé chercher tous ces codeurs, ou ils sont venus à vous? Alors très souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu tache d'huile. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous avez un projet qui fonctionne bien, en fait, on en parle, et puis vous avez effectivement une communauté qui se saisit de cet outil. Donc c'est à la fois, si vous voulez, des gens qui viennent sur la plateforme et qui font du code. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les développeurs peuvent
coder une première version de l'outil. Et puis, lorsqu'ils sont suffisamment engagés, eh bien, on les invite sur une forme de discussion. Et c'est un peu comme ça qu'on fait du recrutement, si vous voulez, de développeurs aujourd'hui. Et puis, on peut aussi aller, nous, contacter des gens dans notre réseau pour qu'ils puissent nous aider. Alors juste, on doit conclure déjà. Vous dites que vous êtes bénévole, vous avez fait un appel aux dons. Et là, on a appris aussi récemment que Covid List avait reçu une subvention de 35 000 € du ministère. Voilà, merci beaucoup pour ce plateau, vous nous avoir expliqué comment vous fonctionnez, avoir aussi lancé un appel, j'ai entendu, aux pharmacies et à tous les centres de vaccination pour s'inscrire sur Covid List. Merci Martin Daniel, cofondateur de Covid List. Merci Cécilia Sévry et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces éclairages aussi sur la question du Bitcoin et de la pollution. On a eu en tout cas un débat éclairé avec des informations qui permettent de se positionner sur ce sujet. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.